Pouvez-vous m'expliquer les raisons en fait, de votre présence ici? Il y a pour énormément de raisons, mais là ce soir on est surtout pour la casse du code du travail qui arrive à grands pas. Donc on est là pour manifester contre les ordonnances qui sont pour nous une forme de dictature, hein, n'ayons pas peur des mots. Donc nous prenons l'insoumission et toujours l'insoumission face à des banquiers multinationales dont on ignore même les initiales. On en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que ça veut dire inversion de la hiérarchie des normes? Aujourd'hui, jusqu'à la loi El Khomri, c'était un principe simple dans le droit du travail qui concernait l'ensemble des salariés du privé. À savoir, la loi prime, c'est-à-dire que la loi c'est la base, c'est la règle qui s'applique à tous et à toutes dans toutes les entreprises. Ensuite, il pouvait y avoir des accords de branche par secteur, par métier, la branche de la métallurgie, la branche du livre, la branche de l'animation, etc., qui ne pouvaient qu'apporter des choses qui étaient au mieux disant, c'est-à-dire améliorer ce que prévoyait la loi pour les salariés concernés de cette branche. Et ensuite, il y avait les accords d'entreprise, donc par entreprise, qui pouvaient également uniquement améliorer les règles qui s'appliquaient aux salariés. Donc en termes d'horaire de travail, de temps de travail, de salaire, de conditions de travail, etc., ça pouvait être mieux que ce que racontait la loi. Là, l'inversion de la hiérarchie des normes, ça veut dire que c'est l'inverse. Les accords d'entreprise et les accords de branche pourront être moins bons que ce que raconte la loi. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dans une entreprise où il y a un vrai dialogue, un vrai rapport de force entre les syndicats ou les délégués du personnel et la hiérarchie et les employeurs, les patrons, ça peut encore aller. Dans les entreprises où le patron est sympa, philanthrope, ça peut encore aller. Mais il y a toutes les autres et c'est ça le problème. Il y a toutes ces entreprises où il n'y a pas de dialogue ou peu de dialogue, où ça se passe mal, où du coup, de manière assez unanime, de manière assez autoritaire, l'employeur pourra décider, y compris en allant au-delà de ce que prévoit la loi, c'est-à-dire au moins bien. Je vais prendre 3 exemples, et après je vais arrêter, j'en peux déjà plus. Alors, 3 exemples. Un, sur la question du travail de nuit. Un autre sur la question des heures supplémentaires. Et un troisième sur la question des salaires. Bon, sur la question du travail de nuit. Aujourd'hui, la loi, c'est simple ce qu'elle raconte. Vous êtes certainement plusieurs à être concernés ici. La loi prévoit que de 21h à 6h du matin, les salariés qui travaillent sur cette tranche horaire-là, ils gagnent plus. C'est-à-dire qu'ils ont minimum 15% de salaire en plus. Ok? Donc demain, si la loi Macron, la loi travail XXL, comme on l'appelle, est appliquée, ça voudra dire que ça se négociera dans l'entreprise. Donc dans l'entreprise, on décidera, et ben finalement, les horaires de nuit, ça sera que de minuit à 3h du matin. Le reste, c'est pas la nuit. À 23h, c'est pas la nuit. À 4h du matin, c'est pas la nuit. Et également, on négociera, le patron décidera, et ben ça sera pas 15% le salaire en plus sur les horaires de nuit. Ça sera 5%. Et ça de manière tout à fait unilatérale. Alors j'ai donné un exemple concret. Moi, il y a quelques temps, j'avais bossé dans une boîte qui fabriquait des tartes, une usine de tartes. Et il y avait un pâtissier, toutes les nuits, il préparait les pâtes pour les tartes, les choux, les éclairs. Et ce pâtissier, il commençait tous les jours à 1h du matin. Et donc de 1h à 6h, il était payé en horaire de nuit plus 15%. Là, si dans cette entreprise où il n'y a pas de syndicat par ailleurs, si dans cette entreprise, il y a des négociations qui se passent mal ou qui se passent pas, ça voudrait dire que le mec en question, de 1h à 6h du matin, donc 5 heures par jour, il gagne 15% en moins. Le mec est payé 10 € de l'heure. Donc ça fait 5 heures, 5 fois 15% en moins. J'ai fait le calcul, on va pas faire de maths collectif là. J'ai fait le calcul, le mec il va perdre plus de 200 € par mois. C'est ça que ça veut dire, c'est ça la loi travail XXL. Deuxième exemple sur la question des heures supplémentaires. Avant la loi El Khomri, avant 2016, les heures supplémentaires, donc c'est-à-dire toute heure travaillée au-delà de la 35e heure par semaine, elle était rémunérée à 25% en plus. Ok? Et après la loi El Khomri, c'était 10% en plus. Et le reste est négocié dans l'entreprise, mais minimum 10% en plus. Là, ce qui a fuité dans les informations dans la presse, ce serait que le plancher de 10% serait complètement bousillé et que
tout se négocierait dans l'entreprise. Donc ça veut dire que les entreprises, encore une fois, où il n'y a pas de dialogue, ça voudrait dire que les heures supplémentaires, on pourrait travailler une 36e, une 37e, une 38e, une 39e heure, elles pourraient être rémunérées comme les autres. Donc ça veut dire qu'on travaille plus et on gagne la même chose, c'est-à-dire le même taux horaire. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que la baisse du temps du travail, c'est un combat historique du mouvement social, du mouvement ouvrier, pour qu'on puisse partager le travail, pour que tout le monde puisse travailler, et aussi de dire que le travail n'est pas une fin en soi, et qu'on a aussi le droit au repos, le droit au loisir. Donc là, c'est clairement une disposition qui pourrait faire travailler plus longtemps les gens sans qu'il n'y ait aucun frein légal à cela. Dernier exemple, la question des salaires. Donc les salaires aujourd'hui, bon bien sûr il y a le SMIC, ça, pour l'instant a priori ça ne devrait pas bouger, pour l'instant. Mais il y a aussi tout un tas d'accords de branche qui fixent les salaires. C'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, il y a un informaticien dans une boîte, voilà, bah il y a la branche de l'informatique, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais peu importe, qui va dire bah voilà, quelqu'un qui a tel niveau de diplôme, telle expérience, il va gagner minimum 1500 € brut par mois, minimum. Bon, et ben demain, un accord d'entreprise pourra primer sur l'accord de branche. Ça veut dire que le salarié, il arrive et il dit bah moi voilà, ma branche, après moi je gagne 1500 €. Eh ben non, dans notre entreprise, c'est pas ça, c'est 1200 et c'est ça, ou dehors, au revoir, on t'emploie pas. Parce qu'on sait bien que les négociations sont compliquées quand il y a 6 millions de chômeurs derrière qui frappent à la porte. C'est pas des vraies négociations, il n'y a pas un vrai équilibre dans la discussion. Donc voilà, tout ça pour dire, en prenant ces 3 exemples sur l'inversion de la hiérarchie des normes, montrer à quel point ça impacte les 20 millions de salariés de ce pays et à quel point il faut résister et lutter contre. Voilà, merci à vous. Je vais vous parler du CDI de chantier. Donc dans son projet de loi de réforme du Code du travail et selon les objectifs du MEDEF, le CDI de chantier, pratiqué principalement dans le secteur du BTP et des sociétés d'ingénierie, serait étendu à d'autres secteurs dans lesquels le travail s'effectue par mission. Ainsi, le contrat du salarié pourrait s'arrêter au terme de la mission pour laquelle il a été engagé. Ce projet, bien sûr, favorise l'employeur, lui donne certes plus de souplesse, mais lui permet aussi de ne pas recourir au CDD et de ne pas verser ainsi les primes de précarité liées à toute fin de contrat. C'est craindre aussi la création d'un droit au licenciement abusif. Maintenant, quel projet de vie le salarié peut-il envisager si son contrat s'arrête du jour au lendemain? Quelle banque accepterait d'envoyer un prêt, d'accorder un prêt si les revenus sont irréguliers? Voici quelques témoignages que j'ai pu recueillir selon un sondage France Info. Laurent, l'impossibilité de se projeter à long terme ne permet pas de se projeter à plus d'1 mois. Ma hiérarchie me parle d'une fin de mission depuis 1 an, mais cela a été reporté 2 fois. François, l'accès au logement, c'est la galère. J'ai été obligée de faire un appel à un ami fonctionnaire pour avoir une caution, car mes parents sont retraités et tout seul, ça ne passait pas. Il a tenté plusieurs fois de faire un prêt. Les banques, dit-il, assimilent un CDI de chantier avec un CDD précaire. Ils n'offrent aucune solution, notamment pendant les périodes de transition entre 2 contrats. Voilà donc ce qui attend les salariés du privé. Mais le secteur public aussi sera touché. On le voit par exemple dans le domaine de la recherche publique, qui aurait lui aussi recours au CDI de mission, de projet, ou de chantier, comme on veut. Comme nous sommes dans un flou complet et que le contenu des ordonnances ne seront réellement connus que fin août, il faut absolument que tous nous nous mobilisions durant l'été et à la rentrée pour refuser cette case du Code du travail. Nous avons déjà perdu beaucoup de notre protection sociale avec les politiques libérales qui se sont succédées ces dernières années. Et malgré que nos aînés ont mis tant de luttes à mettre en place et à protéger, ne l'oublions pas et résistons. Pour le parti de gauche,
salue l'initiative de la France Insoumise de dénoncer partout en France ce 12 juillet le projet de loi d'habilitation qui permettrait au gouvernement de procéder par ordonnance. L'urgence est effectivement d'agir, nombreux, dans l'unité, et tout ceci doit se construire. La France Insoumise ne pourra pas être seule à porter cette bataille politique majeure. Que dit Macron? Macron nous a dit il y a quelques mois « Nous avons besoin de faire passer cette réforme pour que les premiers effets se fassent sentir rapidement. » C'est plus rapide et efficace sur le sujet. C'est très différent d'un 49.3, ça permet d'accélérer le débat. Donc, tout le monde savait avant son élection. Qu'est-ce que les ordonnances? C'est un recours à l'article 38 de la Constitution. Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État et signées par le Président de la République. Une fois les ordonnances publiées au journal officiel, elles deviennent applicables, mais n'ont pas force de loi. Le délai de ratification est très important. D'abord parce que le Parlement perd sa compétence dans les domaines définis par le projet d'habilitation. En effet, il peut approuver ou rejeter les ordonnances, mais en aucun cas les amender. Ensuite, si le projet de loi de ratification n'est pas soumis au Parlement dans les délais prévus, l'ordonnance devient caduque. Néanmoins, ce coup d'État social qui se prépare au service d'une politique réclamée par le MEDEF devrait faire réagir beaucoup plus que ce que nous entendons et voyons en termes de perspectives d'action au niveau syndical. Bien sûr que les appels à la grève ne sont pas faciles à organiser dans les entreprises. Bien sûr que les batailles contre la loi El Khomri ont été gazées, matraquées, terrorisées par les flics et les coups de matraque. Et une dynamique unitaire s'est constituée l'an dernier. Et c'est cela que nous devons aujourd'hui encourager à reprendre. Actuellement, des concertations entre gouvernement et organisations syndicales se déroulent, c'est-à-dire sans mobilisation. Et tout le monde sait ou imagine bien qu'une concertation apporte ce qu'elle peut apporter s'il n'y a pas de rapport de force, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc du 9 au 23 juin, ils ont discuté de l'articulation des niveaux de négociation et les possibilités d'intervention et de négociation collective pour donner de la capacité d'initiative aux salariés. Du 26 juin au 7 juillet, ils parlaient de la simplification et le renforcement du dialogue économique et social et de ses acteurs. Et là, en ce moment, du 10 au 21 juillet, la sécurisation des relations de travail. Chaque organisation syndicale sera reçue 2 fois pour chaque thème, ce qui donne en tout et pour tout 6 heures de concertation par syndicat pour réécrire la quasi-totalité du Code du travail. Ça ne fait quand même pas beaucoup. Mais derrière ces enrobages à la DRH, voilà les principales mesures que les ordonnances pourraient prendre. Certaines ont été citées, je ne les rappellerai pas. Permettre de signer des accords dérogatoires sans les syndicats. Reporter l'obligation d'avoir des accords majoritaires. Disparition des représentants du personnel de proximité, des PCE et notamment les CHSCT. Fin du contrôle du juge sur les accords d'entreprise. La fin des négociations annuelles obligatoires, les fameuses NAO, qui sont tous les ans le rendez-vous pour discuter de l'augmentation des salaires et des différents dispositifs en cours. La fin de la base de données économiques et sociales, qui sont des bases de données indispensables pour l'analyse des syndicats sur la marge des entreprises et des secteurs économiques. La fin de la négociation sur l'égalité professionnelle. Rendez-vous compte, l'avancée sociale. Modifier les conditions de recours à l'expertise pour les CHSCT, les CE, etc., etc. Limiter le nombre de mandats pour mieux licencier les militants. Enfin bon. Donc je passe les autres mesurettes. Mais vous le saviez sans doute déjà,
aucune de ces propositions ne déplaît au MEDEF. C'est quand même bon de se le rappeler. Rappelez-vous Hollande, qui se disait de gauche. Il a appliqué avec autorité une politique libérale au service du MEDEF. Il a été châtié avec Valls et leur parti. Ce qui nous rend optimistes pour la suite. Aujourd'hui, certains n'hésitent pas à penser que Macron serait de gauche. Mais qui peut croire ces balivernes? Pas nous. L'illusion Macron a été mise en scène parce qu'il fallait à tout prix empêcher qu'une autre orientation politique, celle portée par Jean-Luc Mélenchon, ne puisse attirer trop de monde. Ils ont failli perdre et nous gagner. Mais nous sommes encore là, déterminés à ne pas les laisser anéantir le Code du travail, d'y faire... Résistance!